Au niveau de la communication, s'il vous plaît, on fait un petit spot qu'on peut lancer demain. Oui. On fait un petit spot. Oui. Ok. Alors, bon, en fait, là, c'est une bonne idée. Bon, on fait comment? Il faut faire ça. Ouais. Moi, je prends des vidéos et je vais lancer directement sur à partir du téléphone ici ce soir, ceux qui sont là. Très bien, tu les fais bien comme ça, demain tu balances. Mais demain, je verrai qui. Non, là, tu filmes et demain tu balances. Mais un à un, on va passer, on ne filme pas la réunion. Mais non, au contraire. Au contraire, vous savez, la masse, ça compte. L'unité, c'est ça l'unité qui compte. On n'a pas fini, hein. Oui, attends. Parce que lui, il vient de parler de Kadhafi en disant que c'était l'OTAN qui avait cherché à le tuer. Je voudrais savoir, monsieur, comment vous interprétez ces dires? C'est très curieux que quelqu'un qui était dans le jardin puisse maintenant dénoncer ceux qui ont été avec eux pour aller dans ce sens. Les bidons de position ne sont jamais constants et connus de tous. Mais cela n'en demeure pas moins que tout le monde est au courant de ces complots, ces grands complots, machinations. L'OTAN, le bras armé des États-Unis d'Amérique, de la communauté internationale, ça ne nous étonne pas. Mais sauf qu'un des jardiniers parle des affaires du jardin aujourd'hui, je pense que l'avenir n'est plus long. Vous parlez de souveraineté, pourtant Kabila vient de se prononcer sur sa souveraineté en tant qu'État, sur les élections que les étrangers auraient, on va dire, l'intention de s'immiscer, notamment pour Idriss Déby, notamment pour Alassane Ouattara, qui n'a pas décidé de livrer Mme Simone Bagbo à La Haye. Donc qu'est-ce que vous en pensez? La souveraineté n'existe-t-elle pas justement en Côte d'Ivoire, au Tchad? Je pense que Joseph Kabila est en retard de quelques siècles quand il parle de nos souverainetés. Mais il est aujourd'hui courant parmi tous les dictateurs d'user de ces vocabulaires pour essayer de justifier certaines positions qui leur permettent de rester ad vitam aeternam. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes mobilisés au nom de la souveraineté, c'est parce que nous allons sur la base des échanges économiques et culturels. Les personnes que vous venez de citer qui se présentent aujourd'hui entre guillemets comme des présidents sont notamment victimes d'abord de l'aliénation culturelle. Ils sont victimes de cette domination économique que nous dénonçons. Mais aussi, ils ont une absence totale de mise en place des politiques structurelles qui peuvent permettre à l'Afrique de prendre la place qui est sienne sur l'échec de la politique internationale. Donc, ce n'est que normal qu'il y ait une confusion, une cacophonie dans leur tête quand ils prononcent le mot souveraineté. Mais le véritable peuple digne, les fils dignes et les filles dignes de l'Afrique sont aujourd'hui mobilisés pour prendre cette souveraineté en marche. C'est la symbolique de cette marche, parce que nous marchons vers une destinée. Et cette destinée qui nous conduira véritablement vers une souveraineté. Et je pense que les dons vont changer et ils vont changer la France. Vous êtes qui, monsieur? Moi, Zulu Diabata, depuis des siècles, notre unité. On avance. On avance. Africains, unis par les arts, unis dans le vent pour sa souveraineté. Vous allez répéter après moi. C'est facile à saisir. Debout Africains, unis par les arts, unis dans le vent pour sa souveraineté.
الحرية في سنترافريك، الحرية في كابول. نعم نعم نحن واحد، نعم نعم افريقيا واحد. دابي ارحل، دابي ارحل، دابي ارحل ارحل، دابي ارحل. نعم لوحدة الافريقية، نعم لوحدة الشعوب، نعم لوحدة الشعوب، نعم لوحدة الشعوب. لا تدخل جاد في ليبيا. Le bouleversement de notre monde après plusieurs successions de conflits, notamment les deux guerres mondiales, les guerres du Golfe, les luttes des indépendances africaines, l'émergence, disons, des nations indépendantes de l'Afrique, les luttes entre l'Iran et l'Irak, les guerres du Golfe. Notre monde a connu une succession des événements. Le deux blocs communistes et capitalistes et le fondement du mur de Berlin. Il s'est fait qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés peut-être dans la guerre contre la terreur, avec les attentats de Lockerbie, les attentats de Nairobi, de Mombasa, de World Trade Center et j'en passe. Ces événements ont fait émerger aujourd'hui une nouvelle donne de la souveraineté. Cette souveraineté qui, dans notre entendement, repose sur la base des échanges économiques et culturels, mais aussi sur la mise en place des politiques structurelles. Vous savez que l'Afrique a payé un prix fort, un prix, je dirais, vraiment fort, en 1990, lorsque sont arrivés devant nos portes le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods qui ont amené chez nous la mise en place des politiques d'ajustement et de réajustement structurels, qui ont eu des conséquences néfastes dans le domaine de l'emploi, dans le domaine économique et social. Et d'une part, et d'autre part, l'Afrique subit une domination économique. Une domination économique, je dirais, qui n'a pas de mot exact en matière d'économie et d'analyse de politique et de diplomatie internationale pour le qualifier, mais aussi une aliénation culturelle, une négation totale de notre culture. En matière d'échange culturel, l'Afrique ne fait pas d'échange. Quand vous regardez par exemple des institutions comme la francophonie, qu'est-ce que l'Afrique apporte de sa culture dans la francophonie? Il n'y a pas. Les pays africains sont intégrés dans la francophonie comme des nations francophones automatiquement parce que c'est l'héritage de la colonisation. En matière d'économie, les échanges entre nous, ces termes des échanges est jusqu'à preuve du contraire inégal, où l'Afrique produit des matières premières à des prix insignifiants et l'Occident revend de produits finis à des prix exorbitants. Si nous allons sur le domaine de l'agriculture, les produits africains sont énormément combattus au niveau de prix, parce que les agriculteurs du monde dit du Nord, de pays dits du Nord, sont en train de recevoir des subventions astronomiques auprès de leur gouvernement. Donc ces exigences et ces réalités demandent aujourd'hui que l'Afrique rentre dans la dynamique de sa souveraineté. Une souveraineté qui nous permettra à nous de décider de la ligne politique qui est nôtre. Une souveraineté qui nous permettra de décider de la ligne militaire qui est nôtre. Des priorités qui sont nôtres. Parce que les politiques, par exemple, d'ajustement, de réajustement structurel, ont détruit tout à fait la vision des priorités africaines. L'Afrique a d'autres priorités. Ces priorités à l'intérêt de toutes ces nations qui imposent toutes ces exigences. Il faudrait que l'Afrique inscrit sa politique et son économie aux besoins qui sont le sien. Il faut que l'Afrique aille dans le sens où
La dynamique qui est nôtre va dans un sens où les priorités, l'émergence de nos économies, les décisions que nous prenons, la mise en place de nos politiques de développement et d'intégration soient des priorités qui sont nôtres et non des priorités des politiques structurelles qui viennent d'ailleurs. Lorsque les politiques structurelles viennent d'ailleurs, cela pose un problème de souveraineté. Parce que la conséquence de projets, la conséquence de priorités font que nous sommes aujourd'hui subordonnés à eux, sur le plan militaire. Regardez par exemple, l'Afrique a du mal à prendre l'envol et la stabilité politique. Lorsqu'on engage une politique de développement ou de croissance, si ces politiques-là ne prennent pas en compte les intérêts de l'autre côté ou ne répondent pas aux exigences de l'autre côté, nous assistons à une situation totalement instable où ils entrent en guerre. Parce que déjà, il y a une violation flagrante de notre souveraineté dans la présence des troupes et des armées étrangères sur nos sols. Donc, tout cet aspect des choses pose un problème. Sur le plan monétaire, l'Afrique sur le plan monétaire, quelle est la dimension monétaire de l'Afrique? Aujourd'hui, nous sommes subordonnés d'un côté comme de l'autre à des zones francs, à des zones... les monnaies qui sont les nôtres sont combattues. Vous prenez les monnaies, par exemple, le franc de la République démocratique du Congo, qui ne sont pas interchangeables sur le marché international. Le franc CFA qui est interchangeable est subordonné à la France et à l'euro. Donc il y a une problématique énorme sur le plan de la souveraineté. Donc il est tout à fait logique pour que nous soyons maîtres de notre destinée. Pour que nous appliquons une politique qui sera favorable à nous, à nos enfants, à notre développement et permettre à l'Afrique de jouir de tous les avantages aujourd'hui du monde actuel, aujourd'hui de la technologie, aujourd'hui de toute la croissance dont l'humanité en profite. Donc il faudrait qu'on ait une politique qui nous soit propre, marcher en toute dignité, dans le respect vers notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons pour cette souveraineté. Alors quel est l'intérêt de l'avoir fait en France? Parce que ce que vous dites là est beaucoup plus intéressant si cela s'est passé sur le terrain. L'action c'est bien en Afrique. L'intérêt de le faire en France. Le combat de l'espace est fini. Vous savez qu'il y avait à un moment donné, les Américains sont entrés dans l'aventure d'aller conquérir des terres. Pour aller conquérir des terres, ils ont fait ce que vous avez vu, la conquête de l'espace. C'est-à-dire l'espace territorial. Ils sont allés sur la Lune. Mais ils sont allés sur la Terre. D'autres terres qu'ils sont allés découvrir et conquérir. Mais le combat de l'espace aujourd'hui est fini. Les Russes sont allés sur d'autres terres, où ils sont allés découvrir et conquérir. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont allés sur la Lune. Le combat de l'espace. La Chine est allée en espace, parce qu'ils sont allés sur des terres où ils sont allés conquérir. Vous savez que l'Afrique est en train de conquérir autant de terres et d'espace. Donc le combat de l'espace aujourd'hui, nous disons que c'est fini. L'Afrique nous appartient. Nous avions gagné déjà la bataille par rapport à l'Afrique parce que nous avions réussi à mettre hors de nos portes autrefois dit les colons. Et tous ces impérialistes qui sont venus d'une manière ou d'une autre pour s'accaparer de nos richesses et de nos terres. Nous les avons vaincus. La dernière victoire avant, vous savez, c'est en Afrique du Sud. C'est-à-dire que d'un autre côté, il y a aussi cette volonté déterminée ou cette soif infinie de ceux qui veulent toujours continuer la lutte dans la conquête de l'espace territorial. Mais les combats de l'espace est fini. Ceci dit, même en Haïti où nous sommes allés, nous avions été arrachés de nos terres et nous étions déportés en Haïti, mais nous avions combattu l'Occident en Haïti et on a gagné la guerre. Donc, le combat de l'espace est fini. Nous sommes aujourd'hui dans une position géostratégique très avantageuse pour l'Afrique. Donc, il nous reste aujourd'hui à donner les contenus qu'il faut pour commencer à prendre la destinée maintenant de l'humanité tout entière. Et c'est au nom de cette souveraineté que je vous disais, la souveraineté, elle est aussi mentale. La souveraineté, elle est territoriale. La souveraineté, elle est intellectuelle. La souveraineté, elle est aussi au niveau de la vision. Et quels que soient les territoires, quel que soit l'espace, nous livrerons le combat. Que cela se passe à Paris, que cela se passe à Nairobi, que cela se passe à Kinshasa, vous savez que nous sommes aujourd'hui dans ce que nous appelons le combat du temps. Ce que nous sommes en train de faire ici, en un laps de temps, sera répercuté en Australie. Parce qu'avec l'outil Internet qui est en train de rendre le monde, de faire le monde un village globalisé, mondialisé, que nous pouvons nous retrouver à un moment donné partout au même moment, discuter à la fois avec ceux qui sont en Chine, aux États-Unis, au Congo, en Belgique, en Côte d'Ivoire, à travers des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde entier doit fonctionner sur cette vitesse-là. L'Afrique doit rentrer dans cette dimension de combat. Le combat de l'espace est fini. Partout où nous sommes, nous mènerons cette bataille. Je pense que quand on parle de la démocratie, lorsqu'on fait le parallélisme avec la souveraineté, non, dans un État démocratique, on peut jouir d'une souveraineté. Dans un État souverain,
on peut exercer une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de complémentarité. Mais la démocratie, à ce que je sache, ne figure pas ou n'est pas une exigence, une obligation pour toutes les nations. Une démocratie peut bel et bien fonctionner à une manière ou une autre si on prend les éléments essentiels d'une démocratie. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de l'Europe occidentale et de l'Amérique occidentale de pouvoir porter les valeurs qui sont les siennes partout. C'est-à-dire qu'il y ait une forme d'uniformisation de la politique du monde. Que tout le monde, tous les systèmes fonctionnent de la même manière. Mais non, là n'est pas notre exigence première. Notre exigence première, c'est cette souveraineté. Parce que quels que soient les types ou le mode de gouvernement choisi, mais la souveraineté est un droit garanti et reconnu par tout le peuple. La souveraineté est un droit reconnu à tout le monde et connu dans tous les textes de la terre. C'est-à-dire qu'elle est un droit inaliénable à tout peuple et à chaque peuple et à toute nation. Et en tant qu'État, en tant que peuple, nous devons jouir de cette souveraineté. Mais nous sommes en train de remarquer que la souveraineté qui est nôtre est continuellement bafouée. Nous sommes en train de remarquer que la souveraineté qui est nôtre est continuellement remise en question et remise en cause. Parce que les outils internationaux, les instruments qui est censé régir et jouer le rôle de l'arbitre au sein de la communauté internationale est prise en otage. Est prise en otage par certains pays et certains peuples ou certaines nations. Donc il s'est fait qu'à ce niveau-là, l'Afrique doit livrer une bataille à tous les échelons pour exercer cette souveraineté, pour que cette souveraineté soit réelle, soit véritable. Cette souveraineté sera le gage de la mise en place d'une politique de développement et d'une politique de croissance vraie, réelle, propre, visionnée par l'Afrique. Alors, quel est cet instrument que l'Afrique pourra se servir enfin pour arracher, pour obtenir cette souveraineté? C'est qui ouvre un peu la porte au panafricanisme. Mais vous savez que quand je parle du panafricanisme, le panafricanisme est un canal, est une branche d'un grand arbre. Le grand arbre, c'est ce que nous appelons le nationalisme africain. Dans une langue africaine, si je vais dire nationalisme africain, je dirais Kimbavita, c'est-à-dire le nationalisme africain, qui nous amène à un niveau aussi de l'intelligence de la guerre. Parce que l'Afrique est perpétuellement en guerre, en combat. Donc il faut une intelligence pour en sortir. Donc la branche du panafricanisme, qui est une branche de ces grands arbres que j'appelle le nationalisme africain, est une branche qui peut nous amener à arriver à une structure, à la mise en place d'un instrument, d'un outil qui nous permettra absolument d'être fort et de prendre place sur l'échiquier de la politique internationale. Rappelez-vous que le président Barthélemy Buganda avait ses soucis de pouvoir créer un État africain qui serait capable de jouer le rôle sur l'échiquier de la politique internationale. Et sur ce, il préconisait la mise en place, la création d'un État entre la République centrafricaine, le Congo-Gabon, le Congo-Brazzaville, le Tchad, pour que cet espace territorial soit capable de jouer un rôle sur l'échiquier de la politique internationale. Mais malheureusement que l'avion du président Barthélemy Buganda n'est jamais arrivé à destination, et qu'il n'y a personne aujourd'hui qui prend les devants pour aller dans ce sens. C'est pour les Africains debout. Les cacao ivoiriens, les diamants ivoiriens, les pétrole ivoiriens, c'est pour les Africains debout.
Nous marchons au nom de cette unité fondamentale, car cette unité, c'est un message fort que nous donnons aux générations futures. C'est un message fort que nous donnons à tous ceux qui épris de paix et de justice. C'est un message fort que nous donnons au monde entier, que cette fois-ci, l'Afrique va au bout. L'Afrique marche parce que notre dignité, notre souveraineté ne sera plus jamais remise en question. Notre unité, voici la preuve et le début de cette unité qui sera consolidée sur le ciment de la fraternité. Je vous remercie. Alors la raison pour laquelle nous sommes là parce que nous voulons passer un message fort. Nous sommes là, c'est pour demander la souveraineté de l'Afrique. Parlant de souveraineté de l'Afrique, c'est dire parler de la souveraineté du Tchad. Parce que nous interpellons la France, les Occidentaux, que stop, le peuple africain s'est réveillé, la jeunesse africaine a compris. Avant Burkina, mais ce n'est plus après Burkina. Nous sommes là pour faire passer un message que les Occidentaux, que les amis de l'Afrique doivent composer avec le peuple africain, au lieu de composer avec les dictateurs. Parce que le peuple tchadien et le peuple africain a un support incommensurable. Mais compter sur des dictateurs, qu'aujourd'hui nous dénonçons la France qui impose le débit sur le peuple tchadien. 24 ans de pouvoir sans partage. C'est l'Afrique qui gagne. Se mobilise pour sa souveraineté. Nous sommes là et nous allons y rester. Ingeta! 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 Peuple africain, levez-vous, peuple africain! Peuple africain, mobilisez-vous pour votre destin! Mobilisez-vous pour votre destin, pour l'avenir de vos enfants! Levez-vous! Personne ne le fera à votre place! Vous devez vous lever! Vous devez vous lever et venir nous rejoindre! Nous voulons simplement rentrer chez nous! On veut simplement rentrer chez nous! Pour vous sentir ici parce qu'il y a l'insécurité! Pour vous sentir
populaires. En République démocratique du Congo, il y aura les soulèvements populaires. Au Congo-Brazza, il y aura les soulèvements populaires. Nous disons tous, Déby, dégage, Kabila, dégage, Sassou, et Yadema, Bongo, Kagame, Museveni, et Yadema, Bongo, Yambo, et Yadema, Bongo, Sassou, Kele, Dos Santos, Museveni, Aziz, Sassou, Kabila, Condé, Alpha Condé, Dos Santos, Kabila, Kagame, Ouattara, Kabila, Ingata, peuple africain, nous allons commencer la marche, mais on doit respecter l'ordre de la marche. Nous demandons à tous les amis qui sont venus nous accompagner d'éviter de perturber la marche, d'éviter de faire les désordres. Nous ne sommes pas venus ici pour régler les comptes. Nous devons marcher avec dignité, avec amour. Et je passe le message à Maman Yolande et après on va commencer notre marche. Il y aura la banderole principale, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté qui sera tout devant et après il y a les autres banderoles qui vont se suivre et nous serons tous derrière la camionnette. Maman Yolande. Applaudissez pour merci. Aujourd'hui l'Afrique s'est réunie là pour parler de l'Afrique. Pas uniquement de la Côte d'Ivoire, ni du Mali, ni du Sénégal, ni de la Mauritanie, ni du Tchad, mais de l'Afrique entière. L'Afrique veut sa souveraineté maintenant. Et c'est maintenant. Nous sommes fatigués avec les dictateurs au pouvoir. En Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre. sans fin. Personne n'a été puni. Il n'y a qu'un seul parti qui est puni. Cela n'est pas normal. C'est pas normal. Cela n'est pas normal. Actuellement, hier, la femme de Gbagbo a été jugée. C'est pas normal. Quand il y a une guerre, il y a deux personnes. C'est pas une seule personne. Aujourd'hui, Gbagbo est à la haie. Blé Goudé est à la haie. Et la France le sait. Mais puisque M. Ouattara fait l'affaire des Français, alors on se tait, personne ne dit mot et la Côte d'Ivoire se meurt. Actuellement, l'insécurité règne en Côte d'Ivoire. Les magistrats qui tuent un enfant et celui-là, il n'est pas puni. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cela. Au Congo, les femmes sont violées, les enfants sont violés. Personne n'en parle. Au Congo-Brazza, il y a un dictateur. Eyadema, c'est un dictateur. Kabila, un dictateur. Sassou Nguesso, un dictateur, mais personne n'en parle. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Peuple africain, prenez votre destinée à main. Peuple africain, prenez votre destinée à main. Nous appelons tous les Ivoiriens, tous les Africains à manifester massivement. Merci. Alors tous derrière les camions. Tous et toutes derrière les camions. Tous et toutes derrière les camions. Tous et toutes derrière les camions.
Le courage de marcher vers la destinée qui est nôtre. Le courage de marcher vers notre souveraineté. Oh, que ce mot est joli et beau. Le courage de marcher vers notre souveraineté. Toutes et tous, derrière les camions. Tous et toutes. Le responsable et les organisateurs, là où se trouve la banderole principale, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Tous et toutes derrière les camions. On dit tous et toutes, pas avant, mais derrière les camions. Salut, viens me chercher, je peux pas descendre. Oh, que ce mot est joli et combien beau. La souveraineté de la mère patrie africaine. Toutes et tous derrière les camions. Bon, il y a un ras-le-bol, un mécontentement du peuple africain du fait que vous savez que c'est devenu aujourd'hui coutume où nous assistons à une sorte de la création d'une entreprise spécialisée en matière de broderie constitutionnelle, où il y a certaines personnes qui sont spécialistes de cette broderie constitutionnelle, qui taillent des constitutions sur mesure pour pouvoir rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et le peuple africain aujourd'hui a compris qu'il fallait une alternative. Il fallait aller dans le sens de la mise en place d'une politique qui permettait l'alternance au pouvoir. Donc on cherche d'abord l'alternative pour mettre en place un système qui permettrait l'alternance au pouvoir. Et sur ces bases-là, je pense que cette dynamique est née, rappelez-vous, le vent qui a soufflé, qui vient de souffler au Burkina Faso, où le peuple a dit non à tout le schéma, a dit non, il a surpris quasiment le peuple burkinabé, le peuple africain du Burkina Faso a surpris tous les spécialistes et les analystes de la politique internationale qui ne s'attendaient pas à cette vague. Donc cela ne peut qu'insuffler une dynamique dans le reste de la mère patrie africaine. Comme vous le savez, quand le président Thomas Sankara s'est levé, et quand le président Thomas Sankara a donné une ligne, a commencé un combat, cela a embrasé tout le continent. Donc il est possible que l'émergence et la solidité, ou disons la source de cet éveil tire sa légitimité après l'acte qui a été posé par le peuple africain du Burkina Faso. Alors, le panafricanisme est un instrument pour arracher la souveraineté de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est réellement le panafricanisme? Est-ce un slogan, un état d'esprit, une philosophie, un idéal, ou bien carrément? Comme c'est un Africain qui vous parle, je vous disais que le panafricanisme est une branche de grand arbre du nationalisme africain. Lorsque vous regardez la philosophie de l'arbre, l'arbre est enraciné sous la terre. Et l'arbre, quand il est enraciné sur la terre, l'arbre croît, grandit et se développe. Il donne ses feuilles, il donne ses fruits, et l'arbre, le tronc se disperse en plusieurs branches et étapes. Donc nous sommes solidement attachés au nationalisme africain. Nos racines, nous la puisons sur la terre qui est notre chère et mère patrie, l'Afrique. Or, si vous regardez les tenants et les ténors de la vision qui a été du panafricanisme, mais pensez voir un ténor Firmin, du loin de l'Haïti, qui pensait que la souveraineté et la libération de l'Haïti étaient le fondement, la mise en place des fondements et des jalons pour la création d'un État-Unis d'Afrique. C'est-à-dire que dans le panafricanisme, comme je vous disais, est une branche qui peut nous amener vers là. L'un des compatriotes au 10e talent, je cite Marcus Garvey, qui avait une vision dans ce sens, de voir les fils et filles d'Afrique déportés vers les Amériques, retourner vers la chère et mère patrie africaine pour bâtir ces États-Unis d'Afrique. C'est cette même vision que Georges Padmore a défendue. Et Georges Padmore, lorsqu'il croise dans son évolution, je cite le président Kwame Nkrumah, ce dernier a épousé cette vision. Et le président Kwame Nkrumah, lorsqu'il appuie sur le levier du panafricanisme, il voit par ça non la finalité, c'est qu'une branche, mais il voit que le panafricanisme doit nous mener vers le grand arbre qui est le nationalisme africain. Parce que c'est quoi en fait l'idée propagée par le panafricanisme? C'est quoi? C'était d'abord, il faut contextualiser ça. Nous étions à un moment donné où ceux qui étaient de la diaspora, ceux qui étaient de l'autre côté, avaient ces besoins-là de retrouver l'unité de notre peuple.
avait ce besoin-là de retourner sur la mère patrie africaine. Mais la mère patrie africaine était difficile dans la mesure du possible, où nous étions sous occupation des nations occidentales qui nous ont répartis à travers leurs influences, leur royaume, c'est-à-dire qu'ils nous ont subordonnés à travers leur royaume. Or, ceux qui y sont restés ont été affiliés directement, soit vers la Belgique, soit vers le Portugal, soit vers la Hollande, soit vers l'Espagne, soit vers la France. Vous voyez cette différence, il fallait construire l'unité. Et pour construire l'unité, le panafricanisme était un appoint pour essayer de rappeler à tout le monde que nous n'étions pas nés congolais, nous n'étions pas martiniquais, nous n'étions pas américains noirs, nous n'étions pas sénégalais, nous n'étions pas ivoiriens, nous n'étions pas togolais. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent de l'histoire qui nous a imposé cette réalité. Or, il faudrait revenir sur les bases qui sont nôtres. Il faudrait revenir sur l'amour véritable de notre chère et mère patrie d'Afrique. Lorsque King Pavita s'élève vers les années 1700 pour affronter les nationalismes européens et le nationalisme, je dirais, arabe, parce que le nationalisme arabe, c'est quoi? C'est l'expansion, par exemple, de l'islam, où ce sont les cultures arabes, les lettres des arabes qui prennent le dessus. Les nationalismes européens, c'est les cultures occidentales qui prennent le dessus. Les nationalismes africains, elle est inscrite dans quoi exactement? Les nationalismes africains s'inscrivent, comme je vous disais, dans la philosophie de l'arbre, de rester ancrés sur ses racines, de rester africains. Parce que l'opposition véritable du nationalisme africain, c'est de faire l'opposition véritable entre l'aliénation, entre la domination, entre l'assujettissement, entre l'asservissement et l'identité véritable d'un peuple. L'incarnation véritable, c'est ce qui exprime l'incarnation véritable de la souveraineté. Parce que par exemple, pour arracher cette souveraineté, quand vous disiez que nous avions marché à Paris, mais nous étions à Paris pour ne pas revendiquer, pour ne pas parler aux autorités parisiennes, mais c'était pour mobiliser la conscience morale, la conscience mentale, la conscience intellectuelle de notre peuple, pour que nous arrivions tous ensemble à créer une conscience nationale qui nous fera comprendre que nous sommes africains. Nous devons nous enraciner sur la terre d'Afrique. C'est là notre source. C'est là qu'il faut puiser. C'est là la source de notre culture, de notre tradition et de nos racines. Et c'est par ça que l'arbre va se développer. Cet arbre-là qui est le nationalisme africain. Parce que le nationalisme africain s'oppose à toute idée de colonialisme, s'oppose à toute idée de la colonisation. Le nationalisme africain s'oppose à toute forme d'impérialisme, à toute forme de néocolonialisme. Le nationalisme africain, c'est l'identité propre à nous. C'est ce que nous sommes. Notre propre vision d'analyser le monde, de rester africain, de considérer l'Afrique comme notre chère et mère patrie, et non de considérer le Congo comme sa mère patrie, parce que le Congo est subordonné en tant que patrie à la mère Belgique, le Sénégal est subordonné à la mère France, le Ghana est subordonné à la mère Grande-Bretagne. Donc il fallait créer que ces nations soient subordonnées à la mère patrie africaine, comme le souhaitait Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba, Samora Machel et j'en passe, Modibo Keïta et tout autre. Lors de la marche, vous avez fait un discours citant un peu tous ces prédécesseurs panafricains, je suppose. Il y a Aimé Césaire, Sékou Touré, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop. Pourquoi vous avez fait appel à nous? Merci et bonsoir. Sous cette atmosphère ô combien morose de l'Europe, je vous salue, peuple africain. Je vous salue parce que nous sommes ici au nom de la souveraineté. Oh combien ce mot il est beau. Oh combien il est joli le mot souveraineté. Nous sommes ici au nom de la souveraineté parce que cette souveraineté sera le socle fondateur de cette nouvelle maison Afrique que nous voulons rebâtir. Parce que cette souveraineté sera le socle fondateur de cette nouvelle patrie que nous voulons bâtir. C'est la raison pour laquelle j'appelle notre peuple de Yamoussoukro, j'appelle notre peuple de Korogo, j'appelle notre peuple de Kinshasa, j'appelle notre peuple de la Martinique, j'appelle notre peuple de la Guadeloupe, j'appelle notre peuple de Washington, j'appelle notre peuple de Nairobi, j'appelle notre peuple de partout. Le moment est venu pour nous de nous tenir main dans la main, parce que nous allons marcher vers la destinée meilleure. Oh combien belle cette destinée de notre peuple, car cette fois-ci, je vous dis, le moment est venu pour nous d'écrire les nouveaux livres de notre histoire. Mais ce livre sera écrit
avec de l'encre spéciale, de l'encre par excellence. Et cette encre, c'est le sang de nos enfants qui sont tombés en Haïti sous le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Parce que cette encre, c'est le sang de nos enfants qui sont tombés au Rwanda sous le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Parce que cette encre, c'est le sang de nos enfants qui sont tombés au Congo sous le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Parce que cette encre, c'est le sang de nos enfants qui sont tombés au Libéria sous le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Parce que cette fois-ci, je vous dis, croyez-moi, cette fois-ci, ni l'incompétence de François Hollande, ni l'ignorance de Nicolas Sarkozy, ni l'impuissance de Jacques Chirac, ni l'inexpérience de Valéry Giscard d'Estaing, ni tout ça, ni l'hypocrisie de la communauté internationale n'auront raison sur nous, ni de tout ça, la raison pour laquelle je t'appelle de là où tu es aux cieux, oh Aimé Césaire, reviens parmi nous, toi qui par ta lettre noble, tu as permis à ton peuple de répondre à la dignité qui est la sienne. Aimé Césaire, je sais que là où tu es, à tes côtés il y a France Fanon. Alors France Fanon, je t'appelle, reviens parmi ton peuple, toi qui as su dénuder toute la maladie négrophobe de toute l'organisation, de toutes les organisations internationales. Alors France Fanon, là où tu es, à tes côtés, je sais qu'il y a Tchankata Diop. Alors Tchankata Diop, je t'appelle parce que toi qui as permis à ton peuple de répondre la dignité qui est la sienne. Alors Tchankata Diop, de là où tu es, je sais qu'à tes côtés, il y a Marcus Garvey. Alors Marcus Garvey, je t'appelle parce que toi qui as permis à ces peuples de basculer au 10e talent. Et de là où vous êtes, à vos côtés, j'appelle Aline Sinata Diop, toi qui as été la première résistante pour dire non, non, non à cette forme d'impérialisme. À tes côtés, j'appelle Brenda Fassi, parce que Brenda, avec ta voix, tu as brisé les chaînes de l'humiliation. Et à tes côtés, j'appelle Lucie September, toi qui es tombé sous le bal de l'impérialisme. Et à vos côtés, je t'appelle Kimpa Vita, reviens parmi nous, je t'appelle Kimpa Vita, au nom du nationalisme africain, reviens parmi ton peuple pour nous donner la force de marcher vers cette souveraineté, vers cette dignité. Alors le peuple d'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. Blandine Diafouta, la souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. Astudiano, la souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. Asset Malonda, la souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. La souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. Maman Jatrit, la souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. Christine Sekou, la souveraineté de l'Afrique, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Je crois qu'on vous a réchauffé, on a remis le moteur en marche. J'appelle la... Kwame Nkrumah disait que le néocolonialisme, c'est le dernier rempart de l'impérialisme. C'est ce qui empêche à l'Afrique d'être unie. C'est ce qui empêche à l'Afrique, j'irai plus loin, parce que moi je vous le dis aujourd'hui, c'est ce qui empêche à l'Africain de redevenir souverain. C'est ce qui empêche même à l'Afrique d'être souverain. Et dans cette diapason-là, Aimé Césaire fut parmi ceux qui ont permis à notre peuple de redevenir ce qu'ils étaient, de répandre confiance en eux, d'être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a donné une thérapie capable de guérir toute forme d'aliénation. Il nous a permis de comprendre la négrophobie et le racisme étatique de la France et des nations occidentales, et de puiser chez nous. Vous avez vu son discours sur le colonialisme, le retour, voyage au pays natal, quand il prend son retour pour aller au Congo. Dans toute cette diapason de choses, on voit que Aimé Césaire est l'un des piliers qui veut permettre l'unité de la conscience africaine. Et pareil pour tous ceux qui ont été cités, Tchankata Diop, qui a réussi à donner une thérapie face à toute forme de colonialisme intellectuel, à toute forme de falsification historique, parce que la falsification historique est l'un des éléments qui détruit les chemins souverains de l'Afrique. C'est l'un des éléments qui a déshumanisé l'Africain, parce qu'il a fallu dépouiller l'Africain de tout ce qu'il avait de plus cher. Et par ça, comme les nations occidentales ont l'habitude de fonctionner sur deux piliers, l'art et l'histoire, ils ont détruit par l'histoire, ils ont détruit par l'art. Et Tchankata Diop a réussi à travers son plus grand travail,
dont un condensé, pas son grand travail, mais un condensé, figuré dans son livre Nation d'agriculture. Donc il a permis à notre peuple de renaître en soi. Et pareil pour Marcus Garvey, qui a fait ce même travail pour essayer de combattre au plus profond de la racine cette maladie de la supériorité automatique de l'homme blanc sur l'homme noir et de l'infériorité mécanique de l'homme noir sur l'espace de l'humanité tout entière. Et pareil avec Lucius Etomber, avec Aline Tinata Diop, qui ont été opposés à toute forme d'asservissement et d'aliénation. Le panafricanisme ne concerne pas que les habitants de la mer Afrique, parce que le Césaire n'était pas directement lié à la terre d'Afrique, parce qu'il y avait aussi pareil. Donc le panafricanisme rassemble un peu tous les enfants qui sont sortis d'Afrique. C'est pourquoi je vous parlais de la philosophie de l'arbre. Le panafricanisme étant une branche accolée, parce que tout panafricain doit arriver là, et rentrer dans la branche, dans le tronc qui est le nationalisme africain. Parce qu'au nom du nationalisme africain, comme je disais, l'arbre tire sa source, tire sa force et sa stabilité sous la terre, à travers ses racines. C'est-à-dire que Aimé Césaire a compris que ses racines étaient là-bas. Le cordon ombilical qui nous relie à notre chère et mère patrie l'Afrique. Les Berlinois, par le traité de 1885, ont dans la quasi-totalité à leur tête des dirigeants dont les intérêts se situent dans les années-lumière de ceux du peuple, constamment spoliés de leur souveraineté. Ces dirigeants, souvent aux ordres de leurs maîtres étrangers, se fichent éperdument de la volonté des peuples et se livrent impuniment avec la complicité de la communauté dite internationale au pillage et à la destruction écologique du continent africain, provoquant ainsi misère, désolation et drame humanitaire. La jeunesse africaine contrainte à l'exil vient mourir chaque année en Méditerranée, en tentant de suivre le chemin emprunté par les richesses africaines transférées au-delà de cette destination. À cette fin de l'année 2014, les peuples africains, privés de leur souveraineté, continuent à subir les affres de l'abomination, du mépris et de l'humiliation, tant sur leur propre terre qu'en Afrique. Des guerres imposées causent des ravages à travers l'Afrique, où des milliers de femmes transformées en objets sexuels sont violées, torturées et assassinées chaque jour, comme en République démocratique du Congo, où l'ONU entretient depuis plus de 20 ans une présence militaire dont on a le droit de se demander à quoi elle sert. La République centrafricaine marquée par la présence des forces françaises et des soldats des Nations Unies, des incendies de villages entiers, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont le long quotidien d'un peuple dont plus personne ne s'en préoccupe. Et où on préfère parler d'élections au Nigeria où des hordes de barbares armés de puissants ennemis sèment la mort et la désolation. L'émiettement du continent, savamment élaboré par ceux ayant prévu ce qui adviendrait si des générations africaines avisées venaient à exiger leurs droits, se gérer elles-mêmes, même leurs affaires doivent être éradiquées pour que l'Afrique puisse s'engager résolument dans la voie de la prospérité, du bonheur, de la dignité, de l'honneur et du respect, menant à bout l'œuvre panafricaine d'une réelle entreprise d'unification africaine. Les Africains se mobilisent aujourd'hui, le samedi 27 décembre 2014, pour reconquérir leur pouvoir de décision injustement confisqué par des personnages installés au pouvoir contre la volonté des peuples, qui ont décidé de s'y maintenir en voulant trafiquer les constitutions bien que non qualifiées pour nous représenter. Les Africains se mobilisent aujourd'hui, samedi 27 décembre 2014, pour mettre fin à l'instauration à la tête de leur pays des pouvoirs familiaux claniques illustrés par la transmission des individus, pour le simple fait qu'ils aient été le fils réel ou supposé des usurpateurs, ayant précédemment acquis le pouvoir de manière illégitime. Les Africains se mobilisent aujourd'hui, samedi 27 décembre, pour reconquérir la gestion souveraine de leurs propres affaires, soit directement, soit par des hommes et des femmes comme nous tous que nous sommes ici, que nous choisirons, même selon les modalités que nous aurons librement définies. Nous, les Africains, se mobilisent aujourd'hui, samedi 27 décembre 2014, pour établir avec tous les peuples, sans exception, de nouvelles relations fondées sur le principe de l'interdépendance dans la complémentarité. Et nous, le peuple africain, nous sommes mobilisés aujourd'hui, samedi 27 décembre, pour demander notre souveraineté, notre dignité et notre liberté. Ingeta!
Alors je vais faire monter un par un. Pardon. Du Sud, ils ont pensé, ils ont osé, et ça s'appelait apartheid. Nous on est là aujourd'hui juste pour dire d'abord qu'on est là, on ne mélange personne, mais on va faire l'affaire. Merci. Je donne mon parole au revoir. Chers frères et sœurs africains, nous voulons porter connaissance à toute la communauté internationale de ce qui se passe à Madagascar actuellement. Il y a eu un putsch le 17 mars 2009 et qu'un président élu démocratiquement était obligé donc de s'enfuir en Afrique du Sud. Actuellement, c'est un putschiste qui est au pouvoir actuellement. On a imposé aux Malgaches des élections, des pseudo-élections démocratiques, disait-il, qui bafouent les droits stricts, les droits fondamentaux de la démocratie. Merci d'être venus. Merci les Djiboutiens d'être venus. Merci les Djadiens. Merci l'Afrique de se mobiliser pour demander sa souveraineté, pour se mobiliser pour sa souveraineté, pour dire non aux dictateurs africains. Nous sommes ici pour envoyer un message très clair à tous les dictateurs africains. Particulièrement, je mentionne le dictateur djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Nous lui disons que le temps de la dictature est terminé. Le temps de la dictature est terminé. Le peuple djiboutien veut sa liberté, veut des élections libres, veut votre départ. Vous avez changé la constitution du pays 2011 pour vous représenter à l'infini. Le peuple djiboutien n'accepte plus. Vous devrez partir. Et ce message de dire à tous les dictateurs africains, vous devrez partir. Bonsoir l'Afrique. Centrafricaines et centrafricains ici présents vous disent bonsoir. Bonsoir. Le soutien de tout le peuple africain pour ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain. Les centrafricaines et les centrafricains ici présents exigent une chose. Vous savez que c'est un pays qui est à terre, où le sang coule au quotidien, où il n'y a pas d'armée, pas de police, pas de gendarmerie, pas une seule force de sécurité pour assurer le minimum de bien-être aux centrafricaines et aux centrafricains qui vivent reclus en brousse comme des animaux. Alors que nous avons dans ce pays une présence militaire, l'opération Sangaris qui a envoyé à Bangui 2000 hommes, les armes aux pieds, qui ne font rien, qui laissent massacrer, tuer, violer, incendier des villages. Nous voulons tout simplement dire ceci. Les centrafricaines et les centrafricains ici présents à la place de la République à Paris exigent que les forces armées centrafricaines soient reconstituées, qu'on autorise les militaires centrafricains à avoir des armes, qu'on autorise la gendarmerie centrafricaine, la police, la garde républicaine centrafricaine à se reconstituer, que l'administration se reconstitue. Nous sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui, parce que quand on va à cette mobilisation, on se rend compte que les choses sont en train de changer. Cette manifestation est organisée par que des Africains. Il n'y a aucune ONG occidentale dans cette organisation-là. Donc je félicite tous les organisateurs. Donc moi, j'invite le peuple africain qui est en France, à Paris, de mobiliser les nôtres qui sont en Afrique pour qu'ils se lèvent. Au Congo, il faut que le peuple congolais se lève pour chasser Sassou et Kabila. Le peuple congolais doit se lever. Leur pouvoir est fragile. Ils n'ont aucune légitimité. J'invite tout le monde à s'engager dans les associations, à militer, parce que nous sommes une minorité ici. Il faut que main dans la main, qu'on soit unis, qu'on montre que nous avons quelque chose à dire et qu'on en a marre de ce qui s'est passé. Aucun de nos pères a réussi cette souveraineté. Essayons aujourd'hui, en 2014, de trouver les forces, de se mobiliser, de chasser l'ego, les problèmes d'ego et de personnes, et de se mobiliser. Les associations africaines doivent s'unir
Ils doivent s'unir. Ça suffit maintenant. Il faut que les associations puissent s'unir pour s'organiser, pour mieux s'organiser, organiser des manifestations, sensibiliser les gens pour faire changer les choses. Merci. Merci Moubarak. Bonsoir. Bonsoir. Allez, un peu d'énergie là. L'histoire se répète, mais les gens l'ignorent. On n'a rien fait. On est ensemble. On est ensemble, papa. Ma fille panafricaniste l'a dit tout à l'heure, en citant mon jeune frère Gomez. Gomez est un enfant de mon papa, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, je ne le mélange pas avec Aimé Césaire. Fano, je ne le mélange pas avec Aimé Césaire. Relisez bien la ligne du panafricanisme. Aujourd'hui, il est temps que les nègres arrêtent de pleurer et de venir ici demander la permission à la France de faire. Vous n'avez rien appris. Nous, on a déboulonné Wad, mais sans préparer après Wad. Et on a récolté Macky Sall, une merde. Avant-hier, après 25 ans que mon jeune frère Thomas Sankara s'est levé, notre peuple, soi-disant, s'est levé pour dégager Blaise, sans préparer qu'il remplaçait Blaise. On a récolté un fou. Et là, aujourd'hui, on se prépare pour déboulonner d'autres connards, pour peut-être mettre d'autres connards. Connards! Connards! Les gars, arrêtez vos conneries. Il faut qu'on prépare à les déboulonner, mais on prépare à changer, à faire table rase du passé. À se rappeler que ce qu'on a fait aujourd'hui ici, dans les années 50, mon père, je dis, mais papa, Cheikh Anta Diop, Franck Fanon l'ont fait ici. En face de Léopold Sédar Senghor et leur négritude et Aimé Césaire. Arrêtez. Chaque problème qui se pose, si on ne trouve pas les données, le problème reste là entier. Tous ceux qui m'ont précédé, ils ont donné les données. C'est à nous de les appliquer. Et pour les appliquer aujourd'hui, qu'est-ce qui vient? C'est la pratique. La pratique précède la théorie. Après ça, on doit se réunir. On doit se réunir pour réagir. Choisir un pays qu'on déboulonne. Le pays que j'ai choisi, c'est le Tchad. On choisit un pays, on déboulonne. On retourne en Afrique, on règle nos problèmes. On arrête d'être des esclaves et de se dire chaque jour de parler de nos grands-pères, de nos pères, de nos trucs. On dit un chien ne fait pas un chat, mais nos papas, ils ont fait des rats. Merci. Notre salut. Africaine, Africain. Le frère de Y'en a marre tout à l'heure nous a parlé et nous a dit que nous avons réussi à organiser cette manifestation sans l'aide de quelques non-africains que ce soit. À partir d'aujourd'hui, que ceux qui croient encore que nous ne pouvons rien faire sans l'Occident, qu'ils se réveillent. Nous sommes tout autant capables, sinon plus que les autres, de décider pour l'Afrique, de décider par l'Afrique. Nous sommes un peuple majeur, nous sommes le peuple premier sur la terre. Et il n'y a aucune raison que ce soit que nous mendions quoi que ce soit à autrui. Nous avons subi, nous continuons à subir, mais nous avons la possibilité, et aujourd'hui, c'est un clin d'œil que l'histoire nous offre, afin que nous nous réveillons. Ce réveil doit se passer sur le plan spirituel, il doit se passer sur le plan culturel, il doit se passer sur le plan politique. Notre aîné vient de parler ici. Si nous changeons pour changer, on n'aboutit à aucun résultat intéressant. On ne change pas un bandit pour mettre un autre bandit, on n'aura rien fait. C'est tout le système qu'il faut revoir. Et ce système, il passe par la rupture. La rupture et encore la rupture avec l'Occident. Nous ne pouvons pas continuer, nous devons opérer la rupture. Un point, un trait. Nous devons cesser avec ce système qui fait que nous ne décidons pas
du prix de nos matières premières. Nous devons cesser avec... Africains, Français, Européens, nous sommes tous venus ici pour signifier tous les dictateurs africains que désormais les choses vont changer. En effet, les peuples africains ne sont plus isolés ni impuissants. J'ai du mal parce que j'ai un peu de retract, donc voilà. La conscience d'être libre et la force de dévouer de notre liberté au combat de la démocratie et la justice. Les temps ont changé, les peuples peuvent s'unir et travailler ensemble dans l'unité. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis, ensemble nous vaincrons. À bientôt.